Les histoires merveilleuses qui ont fait le football anglais, on ne les compte plus, on les raconte. Aujourd'hui, c'est celle de mon club préféré dont je voudrais vous parler. C'est pas trop tôt me direz-vous, mais à quoi bon se précipiter? Après tout, je n'ai droit qu'à une seule tentative pour vous raconter l'histoire du club que je supporte depuis toujours, depuis plus de 20 ans maintenant. Alors non, c'est pas un club français. Je dois être un footix alors. Même si dans les faits, la France a largement contribué à l'ascension la plus récente du club, Arsenal s'est clairement inséré dans la grande histoire du football anglais. Retour sur les sources de la rivalité avec Tottenham, en passant par les années Chapman. Retour, avant l'arrivée d'un certain Arsène Wenger, sur la grande histoire des Gunners d'Arsenal. Fondé en 1886 par des ouvriers de la manufacture d'armes appelés Royal Arsenal, le club du Dial Square FC, son premier nom, sera très vite renommé Royal Arsenal, puis Woolwich Arsenal à la fin du 19e siècle. Woolwich, c'est l'endroit où l'usine Royal Arsenal est située, qui est aujourd'hui un quartier du sud-est de Londres car à l'époque, Woolwich Arsenal était encore dans le Kent. Et l'armement le plus présent sur les quais de Woolwich, c'est le canon, logiquement retenu comme emblème du club. Sur le logo, il y en avait 3 au départ, tournés vers le haut, tout comme sur le blason de l'usine Royal Arsenal, et avec des têtes de lion à la base pour ne pas les confondre avec des cheminées. Au début du XXe siècle, le club accède à l'élite mais est en proie à de grandes difficultés financières. Racheté par le businessman Sir Henry Norris, celui-ci décide, pour redresser le club, de le faire déménager au sein de la capitale anglaise, dans ce que l'on connaît aujourd'hui comme le quartier d'Islington, au nord-est de Londres. C'est alors qu'en 1913, le club y fait construire son fameux Highbury Stadium. Woolwich Arsenal devient donc The Arsenal Football Club. Mais pas de chance, Arsenal se fait reléguer la même saison en 1913, au plus grand plaisir de Tottenham qui n'est pas du tout content de perdre sa suprématie du nord de Londres. Car désormais c'est terrible, hein, ils ont un voisin, mais alors un voisin très encombrant. Cette relégation d'Arsenal sera la seule et unique dans l'histoire du club, avant un retour dans l'élite dans des conditions plutôt douteuses. Avec le retour des compétitions en 1919 après la fin de la Grande Guerre, la Ligue réorganise les calendriers du championnat. Cette saison-là, le championnat d'Angleterre passe de 20 clubs à 22. Mais dans les calculs qui ont été effectués par la Ligue, il faut quand même au moins une équipe qui soit reléguée, et dans le même temps, une équipe qui n'est pas forcément dans les premières places de la seconde division, mais qui doit quand même être promue pour qu'on arrive à 22 clubs. Cette année-là, la lanterne rouge, c'est Tottenham. Il devrait donc logiquement se faire reléguer. Et dans le même temps, Arsenal ne termine que 5e de seconde division et ne devrait sportivement pas non plus être promu. C'est donc une place dans l'élite qui se dispute au sein des instances entre deux clubs qui ne sont déjà pas les meilleurs amis du monde, mais Norris, le patron des Gunners, argumente qu'Arsenal devrait être promu selon lui pour, je cite, service rendu à la Ligue. Autrement dit, la contribution d'Arsenal jusqu'à présent dans le championnat d'Angleterre devrait être suffisante et servir d'exemple pour qu'il soit promu. Et devinez quoi, la Ligue accepte. Tottenham se fait donc reléguer. Ce qui, vous l'imaginez, a mis le feu aux poudres d'une rivalité qui dure désormais depuis plus d'un siècle. Car encore aujourd'hui, Tottenham et Arsenal sont les plus grands ennemis de Londres. Pendant ce temps-là, on ne peut pas dire qu'Arsenal est une équipe incroyablement forte. Il faudra attendre 1925 pour connaître les premières grandes heures des canonniers avec la nomination d'un nouvel entraîneur, Herbert Chapman, surnommé le grand innovateur car il est considéré outre-Manche comme un pionnier de la révolution tactique et même du football en général. Après avoir conduit le club de Huddersfield vers son premier titre de champion d'Angleterre, dans un système de jeu surtout porté vers l'avant, Chapman débarque tout juste dans le nord-est de Londres et inventera la fameuse formation en WM dont nous avons déjà parlé sur la chaîne, avec la nouvelle règle du hors-jeu introduite en 1925 qui réduisait le nombre de joueurs entre l'attaquant et la ligne de but. Les postes dans le football furent pour la plupart redéfinis. D'où une autre invention de Chapman, l'apparition des numéros sur les maillots dans le dos des joueurs. On va d'abord numéroter l'équipe de 1 à 11. Et ce, pour la première fois lors d'un match entre Arsenal et Sheffield Wednesday en 1928. Autre chose, et ceux qui ont déjà mis le pied en Angleterre en hiver le savent, vers 15h30, 16h, à cause du décalage horaire, il fait nuit beaucoup plus tôt qu'en Europe. Alors pour prolonger les matchs jusqu'en fin d'après-midi,
Chapman sera le premier à faire installer sur les tribunes d'Highbury des projecteurs. Eh oui, c'est bête, mais avant ça, on était contraint d'arrêter les matchs vers 15h30, 16h parce qu'il faisait trop sombre. Ça paraissait stupide à l'époque parce qu'on lui disait « Mais mec, t'as qu'à jouer que quand il fait jour, point. Et s'il fait nuit, bah il fait nuit. » Alors qu'aujourd'hui, le projecteur, c'est totalement indispensable au football. Tout cela fait que les Gunners font office d'équipe moderne, avant-gardiste, qui servira de modèle aux autres clubs anglais qui vont aussitôt recopier la formation en WM, tant pour son côté spectaculaire que pour son efficacité. Mais la tactique d'origine mise en œuvre par Chapman sera la mieux aboutie d'Angleterre. C'est le début de la période dorée d'Arsenal. Yes! Chapman est un homme d'idées et ne s'arrête pas là. Il va également introduire des méthodes d'entraînement spécifiques, plus en adéquation avec le football, et fait venir des kinésithérapeutes dans le staff technique pour faciliter la récupération des joueurs et les rendre plus performants. Finaliste de la FA Cup la saison suivante en 1927, il faudra attendre 4 ans, en 1931, pour qu'Arsenal décroche enfin son premier titre de champion d'Angleterre. Avec des pointures telles que Cliff Bastin et Alex James, Arsenal devient l'attraction numéro 1 de la planète football et naturellement, l'équipe d'Angleterre est majoritairement composée de joueurs d'Arsenal. Les Gunners manquent de peu le titre en 1932, remporté par Everton, mais poursuivent leur moisson durant 3 années consécutives, une période qui voit le succès du club dépasser les frontières. Ce qui pousse Chapman, en 1933, à innover encore. Décidément, il en a des idées. Avec l'introduction d'un maillot facilement identifiable. Jusqu'à présent, Arsenal évolue avec un maillot entièrement rouge, ce qui ne les différencie pas vraiment de ses concurrents Liverpool et Manchester United. Tout commença lors d'une partie de golf entre le dessinateur de BD, Tom Webster, et le président de Chelsea, Claude Kirby. Ce jour-là, Webster s'est pointé sur les greens en portant un pull bleu sans manches sur un polo blanc, ce qui poussa Kirby à proposer l'idée à son board de refaire la couleur du maillot des Blues, mais le club refuse. Le dessinateur Tom Webster raconta cette anecdote autour d'un verre à l'entraîneur des Gunners, Herbert Chapman, qui lui non plus ne reste pas insensible à cette idée. Chapman demande alors l'approbation de la Ligue pour mettre des manches blanches au maillot d'Arsenal, ce qu'elle accepte. C'est alors que le 4 avril 1933, lors d'un match contre Liverpool, Arsenal affiche son maillot rouge à manches blanches pour la toute première fois. Après cette date, le rouge intégral reviendra entre 65 et 67, puis lors de la saison 2005-2006, lors des adieux à Highbury, où Arsenal va remettre le temps d'une saison un maillot grenat rappelant les toutes premières couleurs du club. Mais sinon, les manches blanches feront toujours partie des couleurs traditionnelles d'Arsenal. Alors forcément, lorsqu'un seul homme change totalement la face, même l'histoire du club et du football, sa disparition brutale en 1934 laisse tout le monde sous le choc. Au moins, Chapman n'est pas mort avec ses idées. Arsenal poursuivra sa quête de titre de champion jusqu'en 1938, et même l'arrêt des compétitions en raison de la guerre ne saurait défaire ce bon élan, avec 2 nouveaux titres de champion en 1948 et 1953 et une FA Cup en 1950. Mais par la suite, ce sera malheureusement le début d'une longue traversée du désert. Une traversée qui trouvera son oasis dans les années 60 avec l'arrivée du coach Bertie Mee. Sous ses ordres, on retrouvera des joueurs comme Pat Rice qui deviendra plus tard l'assistant d'Arsène Wenger, George Armstrong, Charlie George, Ray Kennedy et surtout George Graham, futur entraîneur des Gunners. Le boss, Bertie Mee, va remettre les trophées au goût du jour du côté de Highbury, avec d'abord une victoire en Coupe des Villes de Foire en 1970, l'ancêtre de la Coupe UEFA que l'on connaît aujourd'hui sous le nom de Ligue Europa. Puis la saison suivante, en 70-71, les Gunners signent le doublé Coupe-Championnat. Bertie Mee est clairement une légende du club. Le souci, c'est que ce sera la seule lumière dans un tableau presque dépourvu de trophées dans la période d'après-guerre. Car les Gunners vont connaître une nouvelle période de disette jusqu'à ce que la légende du club, George Graham, reconverti au poste d'entraîneur, ne reprenne l'équipe en main en 1986. La même année que les débuts en Angleterre d'un certain Sir Alex Ferguson, qui a finalement décliné l'offre d'Arsenal pour signer à Man United quelques mois plus tard. Graham va apporter du sang neuf à son effectif et s'appuyer sur des jeunes comme Tony Adams pour bâtir un socle défensif robuste aux côtés de Nigel Winterburn, Steve Bold et Lee Dixon. Ces 4-là formeront la défense type des Gunners pendant plus de 10 ans. Mais la défense ne faisait pas tout, c'était surtout le milieu qui impressionnait avec Paul Merson, Michael Thomas et surtout David Rocastle, surnommé Rocky, un talent technique hors du commun qui accélérait le jeu à lui seul. Avec Rocky au milieu, tout était réuni pour que l'attaquant Alan Smith soit servi dans les meilleures conditions. En 1988, Arsenal semble fin prêt pour revenir au premier plan.
Alors que les Gunners sont tout près de s'adjuger à la surprise générale leur premier titre de champion depuis presque 20 ans, à cette époque, George Graham était encore un joueur, mais en cours de saison, ces joueurs perdent de précieux points pendant que l'ogre de la Mersey, Liverpool, finit la saison en trombe. Au départ, Reds et Gunners devaient se rencontrer fin avril, mais en raison du drame d'Hillsborough, le match à Anfield fut reporté en toute fin de saison, si bien que dans cette course finale absolument haletante, Liverpool et Arsenal s'affrontent pour conclure cette saison 88-89 et les Gunners doivent impérativement s'imposer par 2 buts d'avance pour remporter le titre. Malgré cette défaite virtuelle sur la plus petite des marges, Liverpool est toujours champion. Mais dans le temps additionnel, les hommes de George Graham raflent le titre à Anfield, le 9e de leur histoire, et de quelle manière! Et même si l'année suivante, en 90, les Reds remportent le dernier titre avant une disette longue de 30 ans, au début des années 90, Arsenal reste très performant offensivement, ce qui leur permet de remporter le championnat en 91, un an avant que le championnat d'Angleterre ne soit rebaptisé en été 92, la Première Ligue. Et ce, sous l'impulsion d'un homme très important chez les Gunners, le vice-président David Dein. Présent dans le board depuis 1983, il est un des grands artisans du retour des Londoniens au plus haut niveau, en plus d'avoir recruté George Graham en tant qu'entraîneur. Sauf que la fête ne va pas durer. En bientôt 9 ans à la tête des Gunners, le manager écossais George Graham aura gagné des titres. Malheureusement, la fête ne va pas durer dans le nord-est de Londres. Au fil des saisons, le jeu des Gunners se ternit lentement et devient de moins en moins attractif. En 91-92, il termine à une très décevante 4e place. Pire, la saison suivante, malgré une cup remportée, les Gunners ne termineront que 10e du championnat. George Graham décide alors de bouleverser sa philosophie de jeu afin d'établir une stratégie plus défensive, bien loin du football offensif incarné par son meilleur buteur, l'attaquant anglais Ian Wright. Une dépendance du club s'est installée autour de sa vedette. Sans lui, Arsenal ne marque pas beaucoup. Recruté après le titre en 91, Wright ne tarde pas à éclabousser l'Angleterre de son talent. Il marque dans n'importe quelle position. Et dans tous les contextes, c'est incontestablement grâce à lui qu'Arsenal maintient ses résultats de bonne facture malgré la pression. Il donnera tellement pour les canonniers qu'il terminera meilleur buteur de l'histoire du club avec 185 réalisations en un peu plus de 200 matchs. Mais malgré Ian Wright, cette nouvelle période dorée d'Arsenal semble avoir pris fin. Encore une fois, ce jeu terriblement moribond fait gronder les supporters, un tournant néanmoins assumé par Graham de laisser le championnat de côté pour se consacrer davantage aux coupes. Car cette stratégie défensive fonctionne très bien dans les matchs à élimination directe. Les Gunners signent le doublé FA Cup League Cup en 93 et remportent même la Coupe des Coupes en 94 face à Parme. Mais cette chanson, en anglais 1-0 pour Arsenal, 1-0 to the Arsenal, devint très vite Boring Arsenal. En fait, on ne parle plus beaucoup football du côté de Highbury. Entre l'addiction de Paul Merson pour la cocaïne et celle de Tony Adams pour l'alcool, les résultats du club s'effondrent. Un sujet brûlant dont la très réactive presse anglaise s'empare. Mais le début de saison 94-95 sera véritablement cauchemardesque. L'ennui sur le terrain est à son paroxysme. Et comme si l'ambiance délétère ne suffisait pas, George Graham est en plus impliqué dans un scandale de paiements illégaux qu'il aurait reçu de la part d'un agent norvégien pour faire venir 2 joueurs scandinaves. Au milieu de la tempête, les 8 années et demie passées au club par Graham prennent subitement fin en février 95, remplacé par son adjoint, un autre Écossais, Stuart Houston, jusqu'à la fin de la saison. Mais celui-ci ne parvient pas à redorer l'image du club qui termine à une affreuse 12e place en championnat, leur pire classement depuis 19 ans. Et le vice-président David Dein cherche déjà des solutions en interne. Lors de cet été 95,
un autre Écossais sera nommé manager. Bruce Ryock devient le titulaire sur le banc des Gunners. Durant cette période de transition, David Dein veut envoyer des ondes positives aux supporters et redynamiser l'animation offensive des Gunners, tout en faisant taire les critiques selon lesquelles Arsenal serait Ian Wright dépendant. D'abord avec la signature du milieu anglais David Platt de la Sampdoria, mais surtout celle de l'attaquant néerlandais Dennis Bergkamp en provenance de l'Inter Milan, et pour un montant d'environ 15 millions d'euros, record du club. L'ancien avant-centre de l'Ajax, malgré un début de saison poussif, fait parler son talent en cours de saison 95-96, ce qui permet aux Gunners de se qualifier pour la Coupe UEFA la saison suivante. Mais de nouveaux différends vont naître entre l'entraîneur Bruce Ryock et les cadres de l'équipe. Même ses relations avec le vice-président David Dein se détériorent, si bien que quelques jours seulement avant le début de la saison 96-97, contre toute attente, Ryock est démis de ses fonctions. Nouveau psychodrame en interne. Contraint de débuter le nouvel exercice avec de nouveau Stuart Houston comme solution temporaire, puis son assistant Pat Rice jusqu'à fin septembre, David Dein va dire stop. En faisant le tour de son répertoire, il sait déjà qui va devenir le prochain entraîneur des Gunners, et il va prendre toutes les rumeurs à contre-pied en sortant un nom venu de nulle part. Arsène who? Mais quelle mouche a piqué David Dein? Nommer un inconnu à la tête d'un club comme Arsenal, qui plus est un étranger dans une première ligue à l'époque très anglaise, pire même, un Français qui porte des lunettes. Et attendez, c'est pas fini. Monsieur le Français ne va se pointer à Londres qu'à la fin du mois de septembre, donc en pleine saison, parce qu'il est en train de terminer sa saison d'entraîneur au Japon. Mais où va-t-on? Eh bien les footeux, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo, afin de savoir dans quel embarras, que dis-je, dans quel gadou Arsenal vient de se mettre.